Bah voilà, de toute façon on peut rouler tranquille. Ouais, si je le sens pas, je m'arrête. Le micro est allumé, hein. Ouais, normalement c'est bon. Ouais, c'est bon. 1, 2, 3, c'est bon. Et oui, il faut bien revenir chercher l'appareil après. C'est comme ça. Heureusement qu'on s'est mis à tourner maintenant parce que on a déjà perdu un diaph là. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Vous l'aurez compris, on va vous dévoiler les coulisses de la fabrication de nos vidéos en voyage. Alors si vous ne nous connaissez pas, nous sommes Léa et Brewen, deux voyageurs à vélo depuis 1 an autour de l'Europe et on fait des vidéos toutes les 2 semaines. Et je vous apprends rien si je vous dis que faire des vidéos en voyage, c'est toute une logistique. Donc aujourd'hui, on vous dévoile notre matériel et nos conseils pour réaliser ces vidéos en voyage. C'est parti! Donc Léa et moi-même, nous sommes issus de la même formation vidéo, un BTS audiovisuel option métier de l'image, et c'est là qu'on a appris à se servir d'une caméra et à faire des images. Tous les deux, à force de travailler ensemble, on a développé un petit peu notre technique pour faire des vidéos, et on a chacun notre rôle à jouer dans la fabrication de vidéos. Là par exemple, Léa en ce moment même est derrière la caméra. Hey. Donc notre façon de faire est maintenant bien rodée et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a décidé de vous en dire un petit peu plus sur comment on fait et si ça peut vous aider vous à vous lancer dans les vidéos en voyage. Alors en voyage, il faut essayer d'être à la fois le plus léger possible, mais à la fois d'avoir un équipement complet si on veut faire des images diversifiées, varier les plans, avoir quelque chose d'un peu esthétique. Et donc le choix du matériel, ça va être crucial pour trouver le meilleur rapport entre poids de matériel, performance et puis maniabilité aussi, puisque on va pas emmener une caméra de 30 kg sur l'épaule si on est à vélo comme nous. C'est pour ça que nous personnellement, notre choix de caméra s'est porté sur un boîtier hybride, et donc qui va être très léger, qui va être maniable et qui est tropicalisé. Alors notre boîtier c'est le Panasonic Lumix G9, et Panasonic Lumix sont très réputés pour la vidéo, notamment avec la série GH, GH4, GH5 et même GH6, qui sont une référence pour les vidéastes, puisque ce sont des boîtiers très compacts et très complets. Le nôtre est le G9, c'est un peu le petit frère du GH5, qui est très performant à la fois en photo et en vidéo, et qui va être très léger, qui va être maniable et qui va être tropicalisé, comme je l'ai dit, donc résistant à l'eau et à la poussière, ce qui est très important quand on voyage, la tropicalisation de son boîtier et pourquoi pas de ses objectifs. Vous pouvez également choisir votre boîtier ou votre caméra en fonction de la taille de capteur. Nous en l'occurrence c'est un capteur micro 4/3, donc qui est connu pour la vidéo dans le type filmé tout en voyageant, en filmant un peu sur le vif, parce que c'est un petit capteur, donc qui va avoir une profondeur de champ assez grande, qui va permettre de faire le point rapidement, qui va permettre aussi de diminuer le poids et l'encombrement du boîtier. Gros avantage aussi pour ce boîtier Panasonic, c'est que le capteur est stabilisé et donc couplé à des objectifs qui sont également stabilisés. Ça permet de filmer à main levée avec une stabilisation très correcte, donc ça c'est pratique si vous voulez pas avoir des images qui bougent dans tous les sens. On peut aussi stabiliser en post-production, mais ça va être un procédé assez lourd et qui fonctionne pas toujours très bien. Donc un boîtier stabilisé, des objectifs stabilisés, ça peut être vraiment un gros plus. En l'occurrence pour nos objectifs, nous fonctionnons avec 2 objectifs, un zoom et une focale fixe. Un zoom qui va être utile dans la plupart des cas, dans 95% des images qu'on fait, ce zoom va nous suffire. Et donc c'est un zoom stabilisé comme je le disais, et qui offre une plage de focale très intéressante pour aller chercher assez loin dans le paysage et en même temps avoir une courte focale comme c'est le cas là tout de suite, qui permet d'avoir un grand angle pour filmer au plus près. Nous avons également un deuxième objectif qui est ultra grand angle, donc qui va vraiment avoir un angle de champ très large, et donc c'est le Laowa 7,5 mm que voici. Alors lui il va nous permettre de nous filmer par exemple quand on est au guidon de nos vélos, donc en fait ça va être très grand angle type caméra sport, type GoPro en fait, sauf que la qualité va être bien meilleure puisqu'elle va être filmée avec notre boîtier. Et donc ça nous permet soit de nous filmer sur le vélo, soit de nous filmer vraiment dans l'action et d'avoir en fait une sensation de vitesse, une sensation de mouvement
qui va être plus proche du dynamisme du vélo. Donc dans le cas du sport, en fait, c'est très intéressant d'avoir un très grand angle. Et en plus, cet objectif, il est vraiment très compact et très léger, comme vous pouvez le voir, voilà. Et donc, c'est pas un encombrement énorme dans la sacoche. On a hésité aussi à prendre un zoom à plus longue focale, mais pour le coup, l'encombrement était trop important et le poids également. Donc, on a dû l'enlever, mais après, c'est vraiment une question de compromis. Si vous pouvez vous permettre d'emmener plus de matériel, en l'occurrence un zoom à plus longue focale, ça peut être intéressant pour compléter cette plage de focale. Donc je parlais de stabilisation des images via les objectifs et le boîtier, mais il y a aussi un troisième moyen de stabiliser nos images, c'est le plus évident de tous, c'est le trépied. Et un trépied, ça peut être vite très lourd et très encombrant, donc nous on a fait le choix d'un trépied vraiment très compact, celui-ci. Donc c'est la marque Joby qui fait ça, ça s'appelle un GorillaPod, c'est un trépied flexible en fait, et qui va permettre d'aller accrocher le boîtier par exemple en hauteur sur un arbre, ou tout simplement de le poser sur une table, et donc d'ajuster comme ça la hauteur et la position. C'est très costaud et très pratique, donc franchement aucun regret sur ce choix de trépied. D'ailleurs on va le remettre sous l'appareil, comme ça évitera à la caméra de trop bouger. Et pour compléter les images cette fois-ci dans les airs, eh bien un drone. Alors oui, le drone, c'est pas obligatoire, il faut pas en abuser non plus, mais ça ajoute un vrai plus quand on a des images depuis les airs. Notre drone est de la marque DJI, c'est le Mini 2, et donc qui est très léger et très compact, parfait pour voyager. Et donc le drone vient avec sa télécommande et son chargeur de batterie. Alors attention, c'est quand même assez volumineux, donc il faut avoir ça en tête quand on achète un drone. Il n'y a pas juste l'appareil en lui-même. Il faut prévoir de la place dans ses bagages pour ça. En ce qui nous concerne, piloter le drone quand on est à vélo, c'est un petit coup de main à prendre. Alors il y a quelques modes automatiques qui fonctionnent plus ou moins bien. Il faut apprendre à faire du vélo avec une seule main et donc à piloter. Garder l'autre main disponible pour la télécommande. Ça c'est un coup de main à avoir. Et ensuite, quand vous avez tourné vos images, eh bien, il faut les stocker quelque part. Et oui, les images en 4K, en l'occurrence notre boîtier et le drone font des images en résolution 4K qui sont assez lourdes. Il faut bien les stocker quelque part. Dans un premier temps, on va utiliser des cartes SD pour le boîtier, des cartes micro SD pour le drone et pour la GoPro, mais ça a ses limites, on n'a pas une capacité de stockage énorme, donc il va falloir copier ça. Eh bien la meilleure solution pour nous, ça va être le disque dur externe. Alors pas des disques durs qui sont mécaniques et qui donc pourraient casser avec les secousses, les mouvements et les chocs, mais bien des disques SSD qui ne sont eux pas très sensibles aux chocs et aux mouvements et donc qui vont pouvoir avoir une longévité plus importante en voyage. Nous avons des Samsung SSD T7 qui sont vraiment très bien, ultra rapides, ultra compacts. Et donc nous avons deux disques de deux couleurs différentes pour pouvoir bien les comparer, et c'est toujours plus intéressant d'avoir deux disques de d'1 Teraoctet chacun plutôt qu'un disque de 2 Tera. Pourquoi? Eh bien parce que si le disque venait à lâcher, on perdrait tout, alors que là, en copiant exactement la même chose sur deux disques séparés, s'il y en a un qui vient à lâcher, tous nos rushs sont toujours en sécurité sur le second disque. Très important, toujours avoir une double copie de ces fichiers. Il y a aussi des stockages en ligne qui existent, alors déjà ça coûte très cher. En voyage, vous n'avez pas forcément une connexion Wi-Fi, Internet suffisante pour pouvoir mettre en ligne des gigas et des gigas de données. Et en plus, c'est très énergivore et c'est très polluant, ça fait fonctionner des serveurs. Donc, préférez la solution physique, le disque que vous pouvez garder avec vous en sécurité. Ensuite, quand on a copié ces fichiers, eh bien, il va falloir les monter. Bah oui, parce que avoir des rushs comme ça dans tous les sens, ça donne pas grand chose. Il faut en faire un montage qu'on puisse montrer à la famille, montrer à tout le monde, faire des vidéos YouTube. En ce qui nous concerne, comme je le disais, c'est notre métier. On a l'habitude d'utiliser un ordinateur portable. C'est un ordinateur pour le gaming en fait, c'est un ordinateur fait pour jouer à des jeux vidéo. Et donc pour nous c'est très important d'avoir un ordinateur puissant pour faire fonctionner les logiciels de montage. Et donc nous avons fait le choix d'un ordinateur 14 pouces qui est quand même plutôt compact, assez léger. Si vous fonctionnez avec Apple, eh bien un MacBook sera aussi très bien, très léger, très compact. Pour nos montages, nous utilisons sur notre PC le logiciel Adobe Premiere Pro qui est très réputé dans le milieu. C'est un logiciel professionnel de montage vidéo. Il y a aussi d'autres logiciels qui font très bien le travail, Sony Vegas Pro, Final Cut Pro pour les MacBooks. Ça, c'est à vous de voir l'application qui vous convient. Et enfin, une notion très importante qu'on n'a pas abordée, c'est la question du son. Et oui, si je n'avais pas de micro sur ma caméra en ce moment même, le son serait vraiment tout pourri. Et vous ne serez pas en train de regarder cette vidéo parce que vous auriez squeezé pour une autre vidéo avec un meilleur son. Donc le son est à surtout pas négliger. Le son est au moins aussi important que l'image, donc ne négligez pas ce point. Nous avons un micro qui est parfait pour le voyage, qui se fixe directement sur la griffe de l'appareil photo, et donc qui nous sert dans à peu près toutes les situations. C'est un micro d'ambiance. En fait, il va
capter plutôt le son qui est tout à fait en face du micro. Donc là, vu que je suis face à ma caméra, ça fonctionne aussi très bien. Mais ça peut aussi tout à fait prendre les sons d'ambiance. Vous pouvez aussi travailler avec un micro-cravate, mais nous on a fait le choix de ne pas emmener pour ce voyage, puisqu'au final on fait peu d'interviews, donc ça aurait demandé de transporter ce matériel pour très peu de situations, donc on a décidé de garder uniquement celui-ci. Voilà pour le tour d'horizon de notre matériel. S'il y a des points qui sont pas clairs, n'hésitez pas à demander en commentaire, évidemment on se fera un plaisir de vous répondre. Et il faut savoir que tout ce matériel, avec les câbles de charge, les câbles de transfert de données, les batteries, tout ça, ça représente un certain encombrement et surtout un certain poids en ce qui nous concerne. Ça fait à peu près 8 kg de matériel à transporter, ce qui n'est pas rien sur un vélo, je peux vous le dire. Il faut aussi prendre soin de son matériel et le compartimenter correctement pour ne pas qu'il s'abîme. Nous avons une petite sacoche super pour pouvoir ranger l'appareil photo, ses batteries, ses objectifs en toute sécurité et qui nous permet aussi d'emmener notre appareil photo en ville et de se balader en configuration légère. Je parlais tout à l'heure du partage des tâches. En ce qui nous concerne, moi j'ai l'appareil tout le temps sur mon vélo, tout le temps à portée de main, donc c'est plutôt moi qui vais faire la plupart des images. C'est pour ça qu'à vélo, on voit souvent Léa de face ou de dos. En revanche, Léa, elle va avoir à disposition la GoPro et elle va pouvoir la dégainer assez rapidement dans certaines situations et donc elle aussi faire quelques plans comme ça sur le vif. Ensuite, il va falloir copier ces fichiers. Alors moi j'essaie de copier les fichiers au moins 2 fois par semaine. Parce que si jamais il y a un problème technique, une carte qui lâche ou comme je disais tout à l'heure un disque dur, qu'il y ait le moins de pertes possible, donc copier les rushs vraiment le plus souvent possible. Ça c'est moi qui m'en occupe et j'ai ma méthode de classification qui s'est faite avec le temps et donc classée par dossier, plus ou moins par date et par lieu, pour me souvenir exactement de où est tel ou tel rush. Et ça va aussi améliorer la productivité pour le montage, de savoir exactement comment sont rangées toutes les images. Ensuite, on va avoir la question de l'écriture des épisodes, puisqu'il y a certains épisodes qui sont faits sur le vif, mais il y a certains épisodes qu'on tourne qui vont être un petit peu plus scénarisés. Alors ça, en général, c'est Léa qui s'en occupe, qui réfléchit un petit peu à ce qui pourrait être intéressant de montrer, sous quel axe on pourrait aborder certaines questions, pour éviter de faire des vidéos qui sont déjà vues et revues, et puis pour en même temps partager notre vision du voyage, notre vision de faire les choses. Le montage des épisodes, en général, c'est moi qui m'en occupe, j'ai ma façon à moi de faire ma timeline sur le logiciel et donc de monter les épisodes. Cependant, Léa vient souvent m'aider et jeter un œil et me dire attention, ça c'est pas la bonne direction, ou ça va pas, ou ça faudrait changer la musique. Donc moi ça me permet aussi d'avoir un point de vue externe et voilà, quand on est dans son montage, en fait c'est difficile de se rendre compte de ce qui va pas. Et le fait d'avoir quelqu'un qui vient jeter un œil et nous dire attention à ça, c'est très très utile. Et généralement, Léa va s'occuper de la vignette YouTube, donc le petit visuel que vous avez en cliquant sur la vidéo, c'est elle qui va s'en occuper et donc pour ça utiliser le logiciel Photoshop pour vous créer un petit visuel qui donne envie de cliquer sur la vidéo. On passe à la partie 3. Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que vous aussi vous souhaitez faire des vidéos en voyage ou pas d'ailleurs, et que vous avez déjà répondu à cette question, pourquoi faire des vidéos ? Alors nous, comme je le disais au départ, c'est notre métier, c'est notre formation, mais c'est aussi notre passion. Et en fait, c'est notre façon à nous de partager ce qu'on vit, de partager ce qu'on voit, ce qu'on pense. Et pour nous, c'est vraiment un vecteur de sensibilisation, puisque dans nos vidéos, on a cet aspect voyage, mais on a aussi cet aspect de voyage écologique à faible empreinte carbone, qu'on a envie de partager, et on pense que le faire en vidéo, c'est la meilleure façon en fait de montrer notre façon de voir le monde et de montrer notre façon de voyager, d'inspirer et de donner envie aux gens de faire aussi un voyage de ce type. Posez-vous la question de pourquoi vous voulez faire des vidéos et ça vous aidera à trouver l'axe de comment vous allez tourner et montrer les choses à votre manière. Et donc monter ces vidéos et les mettre sur une plateforme de streaming telle que YouTube permet de toucher une large audience. Pour nous c'est très important de pouvoir toucher toutes les générations en même temps et dans toutes les parties du monde en fait. Ça permet de rendre la vidéo disponible à tout moment et de pas faire une projection unique comme on l'avait fait avec notre documentaire à l'époque au cinéma où il y avait une session fixe. Là en fait la vidéo elle est disponible en permanence, donc tout le monde la regarde quand il le souhaite et c'est beaucoup plus pratique. Le fait de faire des vidéos sur la route aussi permet de mettre le spectateur un peu dans notre temporalité, de voyager en même temps que nous. Ça permet aussi à nos familles, à nos proches, à nos amis de pouvoir nous suivre un peu en temps réel et donc de partager avec nous vraiment ce voyage. Et il y a aussi évidemment l'aspect de souvenir. Quand on regardera ces vidéos dans quelques années ou même dans quelques mois, ce sera vraiment un sacré souvenir et ça nous rappellera à quel point voyager c'est vraiment quelque chose de très important dans nos vies. C'est le meilleur souvenir qu'on puisse s'offrir.
Et vient enfin la question de la pollution numérique. Alors oui, YouTube c'est très bien pour partager des vidéos, en revanche, niveau écologie, c'est pas ce qu'on fait de mieux, puisque stocker des vidéos en ligne, ça demande des ressources énormes de stockage et de refroidissement des serveurs. Bref, je ne vous apprends rien si je vous dis que le stockage en ligne n'est pas du tout une bonne solution pour l'environnement. Personnellement, on a fait le choix de quand même mettre ces vidéos en ligne, puisqu'on trouve que notre impact positif est plus important en fait que l'impact négatif que ça va engendrer par son stockage. La meilleure façon d'avoir un impact positif, c'est la preuve par l'exemple et de montrer notre voyage à vélo et notre quotidien, donner envie de faire ce type de voyage. Ça permet probablement de sensibiliser beaucoup de gens et donc d'avoir cet impact positif. L'important est d'en avoir conscience et de soi-même décider du compromis à faire. Est-ce qu'il vaut mieux mettre ces vidéos en ligne et d'apporter cet impact positif, ou au contraire, est-ce que je vais pas assez toucher de gens donc ça ne vaut pas la peine d'engendrer autant de pollution numérique. En ce qui nous concerne, on a décidé de ne pas mettre nos vidéos en ligne en 4K, donc la résolution maximale disponible pour nos vidéos c'est le 1080p, qui est déjà largement suffisant pour tous les supports, et même si vous regardez nos vidéos sur téléphone, vous pouvez la lire en 720p. Ça va permettre d'utiliser moins de bandes passantes, de moins puiser sur les stockages, et donc ça engendrera un peu moins de pollution numérique. Voilà pour le petit point bilan carbone empreinte des vidéos en ligne. Encore une fois, l'important est d'en avoir conscience et donc d'avoir cette réflexion quand on conçoit les vidéos et quand on les poste. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo en espérant que ça vous aide dans la conception de vos vidéos. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire ou à nous contacter directement. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la route.